Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans le podcast Sacré Stress, je reçois Jeanne-Hélène Turcotte qui est spécialisée dans l'hypnose. Alors, le sujet aujourd'hui va être les croyances qui amènent les gens à se sentir stressés quand on a l'impression de pas avoir de ressources pour accomplir ce qu'on doit accomplir. Alors, Jeanne-Hélène, comment ça va? Ça va super bien. Merci de l'invitation, Nancy. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là avec Ça toi fait et de pouvoir échanger sur un sujet qui est tellement d'actualité. Effectivement, puis c'est un sujet, je trouve que même souvent, on peut se sentir seul parce qu'on peut le vivre seul, qu'on se sent impuissant, découragé, stressé, qu'on est déboussolé même. Donc aujourd'hui, Jeanne-Hélène, elle va nous expliquer quoi faire avec ça dans plusieurs sphères à travers ça. Alors, Jeanne-Hélène, sa spécialité, c'est de changer nos croyances en perçant les blocages qui vous empêchent de vivre la vie que vous méritez vraiment. Après 20 ans dans le monde des affaires, elle a changé radicalement de vie et elle est devenue hypnothérapeute clinique diplômée de l'école de Marissa Peer au niveau thérapeute RTT. Donc, RTT, ça veut dire Rapid Transformational Therapy. C'est bien dit ça, Jeanne-Hélène? Donc, elle est coach certifiée par le ICF depuis au moins plus que 8 ans maintenant, là. 10, je pense que je suis rendue à ma Depuis 11e ta année. 11e année. Puis elle a une approche bien efficace pour réussir au niveau d'une transition de vie ou de carrière. Mais j'ai vu Jeanne-Hélène aussi en privé avec elle, puis quand même, elle fait plusieurs Hmm. autres sujets aussi. Là, et puis, elle a coaché des centaines de personnes qui aident à atteindre une liberté grâce à l'hypno-coaching. Et son podcast s'appelle C'est juste une croyance. Puis elle partage beaucoup d'autres stratégies au fil des épisodes. Donc, allez voir aussi Jeanne-Hélène dans son podcast. Allez l'entendre, ça vaut vraiment la peine. Alors, Jeanne-Hélène, ce sujet-là pour toi, il y a quelle importance par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui? Ben, premièrement, je veux juste cadrer quelque chose. Je suis pas une spécialiste du Oui. stress. Les clients viennent me voir parce qu'ils ont des symptômes de stress, d'anxiété, puis ils vont parler de leurs symptômes, puis moi, je vais les aider évidemment à diminuer ces symptômes-là, donc à mieux vivre, etc. Mais je vois bien dans ma pratique à quel point le stress, les symptômes d'anxiété, en fait, les symptômes de stress, les symptômes d'anxiété, à quel point ça bloque les gens, à quel point ça les empêche même, c'est contre-productif et ça les empêche souvent de réaliser des choses qu'ils seraient en mesure de réaliser s'il n'y avait pas ces symptômes-là qui apparaissent naturellement, dans le sens qu'il n'y a pas, c'est pas parce qu'on est stressé ou qu'on a des symptômes de stress ou des symptômes d'anxiété qu'on est déficient ou qu'on a un gros problème. C'est tout à fait normal dans le monde dans lequel on vit. Donc pour moi, oui, on est rendu qu'on accepte ça comme, même moi, on est rendu qu'on accepte ça comme faisant partie de la vie normale, alors que en réalité, on peut diminuer beaucoup dans notre vie la partie qui est bloquante, la partie qui est nuisible, la partie qui est paralysante, là, finalement, des symptômes de stress et d'anxiété. Effectivement, mais le stress fait partie de la vie. Parce que sans stress, c'est un moyen que notre corps a de nous protéger. L'affaire, c'est que si ça Exact. empêche de faire les choses, puis que ça, on peut rester isolé, qu'on passe pas à l'action, mais là, c'est une autre chose. Et bon, dans mon domaine, je peux aider par rapport au stress. Et Jeanne-Hélène peut aider aussi au niveau des croyances, aussi du passage à l'action aussi. Exact. Donc, on est complémentaires, moi puis elle, on a donc, aujourd'hui, écoutez, ceux qui sont en audio, ceux qui nous écoutent en podcast, n'oubliez pas que vous pouvez voir aussi l'entrevue sur YouTube en visuel. Fait que vous pouvez voir nos bêtes, nous regarder. Puis ceux qui sont sur YouTube, ben, ceux qui veulent l'entendre en podcast, ben, vous pouvez aussi aller dans le lien que je vais mettre dans la description aussi.
Donc, je vous invite à aimer, commenter et partager aussi l'épisode parce que il y a des gens autour de nous qui vivent ça. Des fois, ça paraît pas toujours, des fois un peu, des fois beaucoup. Ben, je vous invite à le partager. C'est gratuit, là. Vous payez pas pour écouter ça, là. Tout qu'est-ce que Janilène, elle va vous donner comme prise de conscience, comme truc, comme, ben, c'est à vous. Donc, ça coûte rien de partager. Donc, je vous invite à faire ça. Donc, l'épisode, c'est sous question. Alors, j'ai des questions pour Janilène. Si vous avez des questions au courant, c'est pas en live présentement, mais si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, puis je dirai à Janilène s'il y en a ou quoi que ce soit. Mais de toute manière, dans le descriptif, je vais vous donner son site web. Donc, vous allez pouvoir aussi la rejoindre plus spécifiquement. Alors, est-ce que tu es prête pour les questions, Janilène? Je suis prête. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les croyances protectrices ou limitantes, moi je dis plus protectrices parce que le corps il est pas là pour nous limiter, il est là pour nous protéger, OK? Donc, peux-tu nous expliquer comment les croyances protectrices se forment et influencent notre quotidien? C'est une grosse question, là. Wow. Ouais, c'est une question sur laquelle je pourrais passer l'épisode complet, mais disons pour faire ça simple, il y a deux, trois catégories. En fait, il y a trois choses que je vois principalement. Il y a la première, faut savoir que une croyance protectrice ou limitante, elle peut être fausse, elle peut être vraie, mais c'est pas important. Ah, okay. L'idée, c'est celle qu'on veut. OK? Parce que qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, on peut absolument la changer. Ah oui. OK? Donc, ça, c'est la première chose que j'aimerais que les gens retiennent. Parce que nos croyances, c'est nos pensées, en fait, qu'on a cristallisées et qu'on se répète constamment et qui deviennent des réalités. OK? Puis là, je vais donner quelques exemples peut-être pour situer. Donc, on est enfant, on est en train de faire nos lacets, puis là, il y a quelqu'un, un adulte, qui nous dit « Ah, t'es bien lent, toi, t'es tellement lent. » Là, on commence à intégrer l'idée que « Ah, ben moi, je suis lente. » OK? Puis des fois, on se dit « Ben non, c'est pas vrai. » Mais là, c'est un adulte, il y a un moment émotif, il y a comme une émotion qui s'inscrit à l'intérieur de nous. Puis là, ça commence à rouler dans notre tête. Ah, ben, si j'attache pas mes souliers, ben les enfants à l'école vont rire de moi ou je vais tomber, peu importe. Puis là, le lendemain ou 3 jours plus tard, on est à l'école. Puis là, on est comme le dernier à prendre son imperméable pour aller sortir dehors pour la pluie. Puis là, il y a quelqu'un, un ami ou un professeur ou un surveillant qui nous dit « Ben, t'es bien lente, dépêche-toi. » Là, ça commence, ça commence finalement. Et là, tranquillement, notre cerveau, comme tu sais, va chercher à confirmer ça. Et tranquillement, va trouver toutes les fois où on est comme plus lente ou derrière, ce qui pourrait simplement dire qu'on prend notre temps d'observer ou qu'on prend notre temps de prendre l'information qu'on a besoin, mais nous, on va l'interpréter comme je suis lente. Puis là, on va chercher plein de confirmations de ça. OK? Si on avait quelqu'un qui nous avait dit « Ah, c'est le fun comment tu prends ton temps pour attacher tes souliers, tu es très minutieuse, tu aimes bien faire tes boucles. » Puis on arrive à l'école, puis la personne dit « Ah, toi, tu ne tires pas après ton imperméable, tu prends le temps de bien le décrocher. » On commencerait, comme tu vois, à intérioriser des croyances vraiment différentes. Donc, on se ramasse à l'âge adulte, puis là, on a un pléthore, on a une liste complète de choses à faire, amener les enfants à la natation, partir la piscine, passer la tondeuse, aller payer la gardienne, faire les travaux pour l'école, ramasser le cadeau pour la fête d'amis. Puis là, ce qu'on entend dans notre tête, mais j'y arrive pas parce que je suis tellement lente. Je suis tellement lente là, que j'y arrive pas. Ça, c'est un exemple. Okay? C'est un exemple de pensée. Donc, la pensée, une croyance, c'est quelque chose qu'on croit à son sujet ou au sujet du monde ou au sujet des autres, okay? Qu'on croit comme étant une vérité, qu'on ne remet pas en question et souvent qui a commencé à s'imprimer dans le très jeune âge. Parfois, c'est plus tard. Ça va souvent être des choses qui vont se répéter
Puis après, on va chercher à confirmer ça. Puis éventuellement, ça peut devenir même notre identité. C'est-à-dire qu'on peut se présenter au monde comme ça. Ben oui. Ah, moi, je suis tellement lente. Ah, t'en fais pas avec moi, tu vas voir, je suis une fille lente. OK? Peu On importe, confirme la OK? même à l'autre Ça avant qu'elle nous le dise. ça devient, exact. Au lieu de dire, moi, je suis une personne minutieuse, je prends mon temps parce que c'est l'autre message que j'ai reçu. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, une croyance limitante, protectrice, peu importe, c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question, qu'on prend pour du cash à notre sujet, au sujet des autres et qui peut avoir été imprimé de toutes sortes de façons, mais il y a souvent une composante émotive avec ça. Plus ça va être quelqu'un qui a de la prestance ou qui peut nous impressionner parce que quand on est enfant, si c'est un adulte qui a du pouvoir, si c'est un professeur, si c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété à nos yeux, un coach destructif. exact, ça risque de s'imprimer encore davantage à l'intérieur de nous. On risque de le croire encore davantage. Donc, c'est un exemple, mais il y a 3 familles de croyances, si je peux aller là. Donc, la première famille, c'est tout de « je suis pas assez ». Donc, je suis pas assez vite, je suis pas assez belle, je suis pas assez compétente, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez grande, je suis pas assez drôle, etc. Ensuite, il y a toutes celles de « c'est pas disponible pour moi ». Donc, le succès n'est pas disponible pour moi, l'argent, c'est pas disponible pour moi, l'amour, c'est pas disponible pour moi, une maison, c'est pas disponible pour moi, des enfants, c'est pas disponible pour moi, etc., etc. Et la troisième famille de croyances, c'est toute celle qui est autour de je suis trop différente, je peux pas connecter avec les autres. Donc, je suis tellement différente, je suis tellement pas comme les autres, j'arrive pas à connecter. Je suis déconnectée des autres, je suis pas comme eux. Donc, et ça, c'est comme 3 grandes familles sous lesquelles, ben, il y a un éventail de croyances qui peut. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Je suis sûre que les gens vont bien comprendre. Je trouve que tu expliques très bien. Je trouve que tu as les bons mots pour nous faire expliquer, puis tu donnes des exemples. Donc, on est capable de comprendre derrière tes explications ce que tu dis là. Et je vais ajouter quelque chose. Dans le cas de l'enfant qu'on parle, là, à qui on dit que l'enfant est lent, ça parle pas de l'enfant, ça parle de l'adulte qui est impatient ou qui est là ou qui a quelque chose à accomplir et qui, lui, décide de poser une étiquette. Et puis là, je veux pas blâmer ou faire sentir mal personne, mais l'idée, c'est qu'on le fait tout le temps sans s'en rendre compte. Mais l'idée, c'est que ça parle pas de l'enfant, c'est pas l'enfant qui est nécessairement lent. L'enfant, il apprend, il est dans son cycle d'apprentissage, il est dans son cycle de découvrir le monde, il est dans une autre réalité. Mais nous, l'adulte qui est là, ben on va lui donner une étiquette. Et puis, dans le fond, ça parle beaucoup plus, exemple, de notre impatience ou de notre liste qui est longue ou de toutes nos choses. Donc, ça parle plus de nous que de l'enfant, mais dans le fond, l'étiquette ou la croyance, on la si tu veux, on la donne à l'autre. Ben oui, puis... puis de façon très inconsciente souvent. Là. Tellement, puis ceux qui nous écoutent, là, justement, je suis sûre que dans votre tête, là, il y a une image qui se fait, là. Moi, je sais, là, tu sais, moi, il fallait que ça soit vite, que ça soit bien fait. Ben, tu sais, quand je suis arrivée avec ma fille puis elle était plus jeune, ben, c'était comme, ben, let's go, là. Mais j'ai pas fait ça longtemps parce que j'ai commencé à étudier en psychothérapie, donc j'ai pris plein de prises de conscience. J'ai appris, moi, à accepter comment était ma fille dans ce qu'elle était. Mais des fois, c'est pas, tu sais, on a un élan, ah ben non, attends, ça y appartient pas, ça m'appartient, ça. Hein, c'est mon impatience, exact. C'est pas elle du fait qu'elle est lente. OK, ben attends une minute là. Elle, justement, l'exemple que tu dis, je me suis déjà dit, OK, attends, elle veut juste regarder les fleurs. Mais tu sais, c'est sûr que ça dépend. Tu sais, si on est pour un rendez-vous, on est à l'heure, peut-être que là, c'est peut-être pas le moment. Mais quand c'est toujours ça, c'est pas toujours comme pas le bon moment. Tu sais, si t'es en train de prendre une marche, ben c'est normal que le jeune enfant veut découvrir la fleur aussi, là. Faut pas oublier l'effet de répétition, tu sais, je veux dire, puis là, c'est impossible d'être un parent puis de pas dire des choses puis de pas faire des choses qui vont créer une empreinte là
tous mes clients tous les jours, malgré les meilleures familles Oui. du monde, je veux dire, c'est impossible. Il va y avoir des empreintes, il va y avoir des croyances qui vont se former, qui seront protectrices, limitantes, peu importe. Ça fait partie de la vie. Puis après, ben, comme adulte, ça fait partie de notre apprentissage d'apprendre à les gérer, à les changer. C'est une belle opportunité plus tard de les changer, mais c'est la répétition. Tu sais, quand on colle une étiquette à un Oui. enfant que c'est à répétition, ben c'est sûr que le message devient de plus en plus Oui. vrai, puis l'enfant peut ou la personne adulte peut finir par se définir comme Oui, ça. puis même en même temps, j'ai un petit exemple avant de continuer dans les autres questions. Le père à ma fille, il avait une idée, il disait à ma fille, ah, ça, puis là, moi, j'étais comme, ben non, t'es pas comme ça. Fait dans le fond, il disait à elle ce que lui était. Je dis, ben moi, je t'aperçois pas comme ça. Puis elle dit, ah ouais. Fait que tu vois, comment nous, on peut se percevoir aussi, donner une étiquette à l'autre sur qu'est-ce qu'elle est pas du tout aussi, là. C'est... Exactement. Puis c'est toute une question de Ah oui, perspective. C'est l'expérience que moi j'ai avec toi. Moi, je suis une personne, je pourrais être un parent ou un professeur très lent, ou en tout cas qui prend son temps, OK? Puis je pourrais très bien me complaire et être heureuse dans cet environnement de cet enfant qui prend son temps pour faire ses boucles. Et puis moi, je suis toujours en retard partout. Fait que je m'en fous qu'on soit en retard parce que de toute façon, je suis toujours en retard partout. Puis mon enfant fait ses boucles puis il prend ce temps. L'idée, c'est une question de ah, perspective. Mais tu sais, tu me posais la question vraiment, c'est quoi une pensée, une croyance? Ben ça, c'est certains éléments. Il y a des choses qu'on lit, il y a des choses qu'on entend, il y a des choses qu'on voit au cinéma, il y a des choses qu'on expérience. L'idée dont on fait l'expérience, l'idée, c'est il y a souvent une composante émotive. OK? Puis pourquoi je parle de quand on est enfant? Parce que on est des éponges, comme tu sais, notre cerveau est en développement, on vit presque sous état d'hypnose, on est dans ces zones beaucoup alpha-theta, on est très facilement impressionnable et on enregistre tout. Donc, il y a vraiment une composante de programmation, ben ça risque, c'est plus facile de faire une empreinte. Il y a plus de probabilités. est-ce que tu mettrais aussi le non-verbal là-dedans aussi? Hein? Tu sais, quand quelqu'un fait, tu sais, tourne des yeux ou fait, tu sais, à un moment donné, Oui. ça vient peser plus dans la balance encore. En fait, si tu le fais maintenant, si moi je te parle maintenant, puis tu te roules les yeux, OK, puis que j'ai la croyance, je suis pas Ouais. intéressante. Parce que plusieurs personnes ont cette croyance-là. Hein. C'est une croyance qui est très répandue. Je suis pas intéressante, je suis pas intéressante. Les gens s'intéressent pas à ce que je dis. Ben là, ça va me dire dans ma tête, OK, là, je suis pas intéressante. Là, je vais commencer à ressentir des symptômes de stress, d'anxiété, etc. Ou je vais me fermer, ou je vais freezer, ou je vais t'attaquer. En tout cas, je vais avoir une réponse, right? Parce que ça va aller me provoquer. Effectivement. En tout cas, ce qui est important à retenir, je pense, c'est en tant que parent de prenez conscience, analysez-vous, observez-vous quand vous parlez à votre enfant. Si vous avez besoin d'aide, il y a des personnes comme Jeanne-Hélène, là, ou moi, mais Jeanne-Hélène aussi, elle est dans la croyance, qui peut vous aider aussi à justement les mettre en lumière parce que des fois, même souvent, c'est quelque chose qui roule dans notre tête, puis que c'est à notre insu. Puis Jeanne-Hélène, pour avoir utilisé ses services plusieurs fois, écoute, elle est bonne en maudit, là. Elle t'amène ça, là, comme sur un tapis volant, là. Ah ouais, ok, j'avais pas pensé à ça. Ah, elle amène différents angles, elle amène... Donc, vraiment, ça vaut la peine d'aller chercher de Mais l'aide. Justement, puis, tu sais, tout ça, c'est votre inconscient. Oups. oui, Tout ça, c'est votre inconscient qui vous le donne. C'est pas moi. C'est vraiment votre inconscient qui oui, vous amène ces réponses-là. Et c'est impossible comme parent. Vous allez le faire. On le fait comme tante, comme oncle. On le fait comme voisine, comme amie. On le fait. Je veux dire, c'est impossible de ne pas le faire. Mais si on peut juste être conscient, puis de se reprendre, puis de dire, OK, ouais, voilà comment je vais dire ça à l'avenir. oui. Parce que Ouais. ça impacte notre enfant, son adolescence et sa vie adulte. Je vous le dis, tu sais, j'ai vécu une enfance pas facile et ça l'a vraiment teinté ma vie, là.
tu sais, pour après être pris avec certains problèmes. Puis j'ai dit, bon, j'ai été voir, entre autres, Jeanne-Hélène, j'ai fait d'autres choses aussi. Mais on veut moins possible que nos enfants soient pris avec tout ça. Mais ils vont se faire leur intériorisation parce qu'ils ont leur Oui, tempérament, puis ils vont faire leur intériorisation de oui, toute façon. Puis si c'est pas nous, ça risque d'être à oui, l'école, ça risque d'être dans la cour d'école. Je veux dire, la réalité, c'est que c'est impossible de pas que nos enfants, puis c'est pas souhaitable de toute manière, qu'ils rencontrent pas ces croyances limitantes ou protectrices ou etc. Ils vont les oui, rencontrer, ça fait partie de l'aventure oui, humaine. Et auront éventuellement l'opportunité, évidemment, de pouvoir les transformer, les oui, changer, d'en adopter oui. d'autres. Heureusement, ils peuvent décider de ne pas les croire toute leur vie, mais oui, il y a des impacts, Oui. c'est C'est juste clair. diminuer les impacts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Exact. Donc, mais Jeanne-Hélène, par rapport au sujet, est-ce que tu peux nous expliquer le processus par lequel on fait à un moment donné à croire qu'on n'a pas de ressources pour accomplir ce qu'on a à accomplir? Parce que il y a quand même une différence entre percevoir un manque de ressources pour faire nos choses, puis la réalité qu'on n'a pas les capacités. Exact. Ça, c'est, écoute, la croyance, une des croyances phares que je travaille beaucoup avec presque tous mes clients, euh, je te dirais, c'est celle que j'ai toutes les ressources nécessaires pour faire face à ce qui se présente à moi. Et quand on a intégré cette croyance-là, que certains diraient je fais confiance en la vie, moi je dirais aussi fais confiance en tes ressources. Puis quand je veux dire on a toutes les ressources à l'intérieur pour faire face à ce qui se présente à nous, ce que je veux dire aussi, c'est que même si ça veut dire qu'on va chercher de l'aide, OK? À l'intérieur de moi, je peux compter sur moi pour aller chercher, pour donner mon signal d'alarme. OK? J'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi pour faire face à ce qui se présente à moi. Pourquoi? Parce que souvent, pas toujours, il n'y a pas pour moi de vérité absolue, mais dans plusieurs cas, on va avoir une montée de stress ou des symptômes d'anxiété qui vont arriver quand on a l'impression deux choses. Que ce qui s'est passé dans le passé va se reproduire dans le futur, que tout ce qui s'est passé dans le passé va se reproduire dans le futur. Puis ça, c'est protecteur. Hein? Ça arrive pour nous protéger, pour nous préparer, qu'on soit prêt aux éventualités. Donc ça, c'est une prédiction. Et quand on fait cette prédiction-là, ça nous fait on focus sur tout ce qui s'est mal passé dans le passé et on le projette dans l'avenir. Et là, dans le passé, on oublie qu'on s'en est sorti, finalement, qu'on a eu les ressources, qu'on n'est plus là dans cette situation-là. Donc, évidemment, on s'en est sorti. On ne voit pas ça. Hein? On voit toutes les difficultés qu'on a rencontrées. L'autre, c'est vraiment qu'on voit un tas de choses devant nous, ou des choses qui arrivent, puis on se dit non, j'ai pas ce que ça. Si ça arrive, je serai pas capable d'y faire face. Donc, on fait une prédiction sur ses propres capacités, où on n'aura pas les capacités pour gérer. Mais, Puis, on le met souvent. Notre prédiction, c'est souvent la pire. Hein? C'est le 95% qui se réalise jamais, qui est le pire scénario oui, possible. oui. Mais est-ce que ça se peut aussi que ça nous ait pas été montré aussi à la base? Parce que, tu sais, Absolument. on est plusieurs personnes qu'on n'a pas appris étant jeune ou on a appris par X manière, avec X personnes plus tard, mais nos ressources, à quelque part, il y en a qui sont capables de les développer toutes seules, mais en même temps, ça dépend ce que tu as vécu aussi. Si tu as vécu dans la violence versus l'amour, ou que tu as été habitué à être écouté, vu, entendu, tes ressources intérieures ne sont pas les mêmes que si tu as été rejeté, abandonné, là. En fait, tu as tout à fait raison dans la mesure que chaque individu vit ses expériences et avance à travers ces expériences-là dans sa vie. Hein? Et construit un bagage qui lui permet d'avancer. Ce bagage-là, ça peut être de l'aide extérieure, ça peut être toutes sortes de choses, mais on arrive à un point, on est à un endroit aujourd'hui, on n'est pas dans le passé, on est vraiment dans notre aujourd'hui. Et comme tu disais, si je peux prendre ton exemple, avec les situations que tu as vécues dans ton enfance, tu te retrouves quand même aujourd'hui ici, devant un micro, à faire une entrevue avec moi, avoir tous ces Oui. diplômes-là.
c'est que tu as des Oui. ressources. Oui. Hein? C'est que tu as des ressources. Et donc, ces ressources-là, à l'intérieur de toi, sont là et tu peux puiser dans ces ressources-là pour gérer des situations autour de toi qui sont stressantes et ou qui pourraient te causer des symptômes d'anxiété. Donc, c'est de regarder aussi, c'est pas possible que dans toute cette vie-là, j'ai à aucun moment puisé dans mes ressources. Même si la croyance, moi, du départ, due au fait que j'ai bien des diplômes, j'ai bien de l'expérimentation, c'est que, quand même, c'est que plus j'ai des diplômes, plus j'ai de connaissances, plus je vais aider, plus je vais être aimée de mon père et des autres. C'est quand même ça qui m'a mindé. Hein? C'est pas juste parce que je voulais que moi avoir ça, c'est que en arrière, j'avais la croyance que j'allais être plus aimée, plus pris comme thérapeute. Tu sais, tu comprends? Exact. Ce qui est, comme je disais au départ, vrai ou faux. Dans la mesure où est-ce que quand on se rend compte que finalement, même si on a 30 millions de diplômes, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour, finalement. Mais ça peut être un choix qu'on fait parce qu'on veut apprendre ces disciplines-là, puis on veut pouvoir s'en servir. Oui. Mais c'est pas parce qu'on a plus de diplômes qu'on va être plus aimé. Le jour qu'on comprend oui, c'est ça. Je l'ai compris à un moment donné, puis à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je prends ce cours pour être plus aimé ou c'est pour moi? Hey, quand j'ai compris, là, ça, j'étais comme, oh my God, tu sais. C'est sûr que je serais pas la même personne que je suis aujourd'hui, hein, parce que, tu sais, nos croyances fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui aussi. On peut pas jeter ça d'un coup de revers, dire, ouais, mais là, moi, nanana. Non. Ça fait ce que tu es aujourd'hui. En fait, moi, je te dirais, ça fait ce que tu fais. OK? Pourquoi? Parce que la séquence, c'est que la croyance amène des émotions. Les émotions amènent des actions et des actions nos circonstances de vie. Donc, si tu changes la croyance, tu changes l'émotion, tu changes l'action et tu changes les circonstances de vie. Mais tu n'es pas cette croyance-là. Tu l'adoptes, tu la prends, c'est un moteur. Ça peut être un moteur positif. Tu sais, je parlais sur un autre podcast avec quelqu'un qui avait été intimidé, qui était un de mes invités. Puis l'intimidation, c'est devenu son moteur. OK? C'est ça qui l'a amené, qui l'a poussé éventuellement à faire ce qu'il voulait faire dans la vie. OK? Donc, ça peut être sublimé puis devenir un moteur. Mais cette croyance-là, elle n'est pas nous. C'est juste une croyance. Ben oui! Écoutez ceux qui écoutent, là. Écoutez bien, c'est fou. Faites un rewind, là. Écoutez vraiment bien ce qu'a dit Janilène, là. Hein? C'est vraiment important. Puis, comment le fait de croire qu'on n'a pas les ressources nécessaires, ça peut générer du stress? Oui. En fait, l'idée, souvent, c'est on se met dans le pire scénario. Donc, on va s'imaginer le pire scénario. Puis souvent, je vais dire aux gens, OK, c'est quoi la pire? Puis ça, c'est des questions qui sont pas de moi, c'est des questions qui sont de l'Institut Beck, qui sont vraiment puissantes. C'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? Là, regarde ta journée. Tu dois aller porter l'enfant à la garderie, tu dois aller acheter un cadeau pour la fête, tu dois passer la tondeuse, l'épicerie, en tout cas, il y a tout ça à faire, OK? C'est quoi la pire des choses qui pourrait arriver? Et si cette pire chose-là arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Là, déjà, tu commences à te décrocher, dans le sens, moi, ces questions-là, je les utilise très souvent, mais, tu sais, pour moi. C'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? OK. Si cette pire chose-là arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, souvent, les gens sont comme, c'est quoi? La pire chose qui pourrait arriver, c'est que j'aurai pas le cadeau pour la fête d'amis. OK. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, elle va avoir tellement de cadeaux, elle va pas se rendre compte que j'en ai pas apporté un. Fait que je viendrai en porter un dans la semaine avec elle. On va venir ensemble, puis on va venir y porter. Exemple. Ça, c'est juste un exemple. Tu sais, faut pas oublier que j'ai beaucoup d'empathie pour les parents d'aujourd'hui parce que je vois ce qu'ils font puis toutes les attentes.
Donc, ça, c'est le pire scénario. L'autre, c'est quoi le meilleur scénario possible? C'est quoi ton Walt Disney du scénario, tu sais? Ah, c'est qu'après ma grosse journée, là, je vais m'asseoir sur ma terrasse, puis je vais me prendre un verre de vin, ou je vais me faire un feu, ou peu importe, tu sais, je vais, à la fin, demain matin, je vais me lever, puis tout ça, ça va être fini. Peu importe. C'est quoi ton scénario? Puis là, tu reviens, puis tu dis, OK, c'est quoi maintenant qui risque vraiment d'arriver? C'est quoi la probabilité la plus réelle? Souvent, les gens vont dire, ben, sur toute ma liste, il y a 4 choses qui ne seront pas faites ou il y a 3 choses qui ne seront pas faites. OK, c'est quoi la pire chose qui va arriver? Ben, rien. Ils ne seront juste pas faites. J'ai ferai le lendemain. OK? Fait que déjà, souvent, tu sais, exact. Et là, la question qui pour moi est la plus importante, c'est qu'est-ce qui va arriver si tu continues de croire que tu n'as pas les ressources? Qu'est-ce qui va arriver si tu continues de croire ce que tu crois, que tu n'es pas assez bonne, que tu n'es pas une bonne mère, que tu n'es pas un bon père, que tu n'es pas bon au travail, que tu n'es pas assez compétent? Qu'est-ce qui va continuer? Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie si tu continues de croire ça? Puis encore, ça, c'est pas mes questions, c'est mes questions de l'Institut Beck que j'utilise. Et après, c'est de dire à la personne, ben, si tu peux croire autre chose que tu n'as pas toutes les ressources nécessaires, qu'est-ce que tu veux croire? Puis là, des fois, les gens vont dire, ben, je veux croire que je vais faire de mon mieux. Je vais croire que je vais faire ce que je peux. Puis je vais croire que je vais choisir ce qui est le plus important dans ma journée, puis le reste, ben, tant pis. Puis là, je donne un exemple, puis les gens peuvent extrapoler puis voir un peu comment ça s'applique dans leur vie, mais je vais répéter les questions parce que peut-être vous voulez les noter, mais la première, c'est vraiment, c'est quoi la pire des choses qui pourraient arriver? Mm-hmm. Puis là, allez-y dans votre scénario de catastrophe. Puis si ce scénario de catastrophe-là arrive, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, c'est quoi la meilleure chose? C'est quoi mon Walt Disney? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ah, ma soeur arrive, puis qu'elle prenne les enfants, puis que ma belle-mère arrive, puis qu'elle ait acheté le cadeau, puis peu importe. Allez-y dans votre Walt Disney des scénarios. Ensuite, qu'est-ce qui risque d'arriver probablement? Qu'est-ce qui est le plus probable? Après, qu'est-ce qui va m'arriver si je continue à penser que j'ai pas les ressources, que j'y arriverai pas? En fait, parce que là, on fait augmenter, comme tu sais, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, on fait augmenter les symptômes, on fait augmenter le mal-être, puis là, on entre dans des zones où est-ce qu'on est plus capable d'agir, de réagir, de faire ce qu'on a à faire, ça empire notre état. Donc, qu'est-ce que j'ai à gagner finalement à changer de perspective? Puis c'est quelle perspective que je veux dans ma vie? Et une autre des croyances qui est sous-jacente, c'est qu'on n'a pas le choix. Ah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Hein? J'ai tout ça à faire dans ma journée. J'ai pas le choix. Ça, c'est une croyance qu'on a beaucoup, qui, à mon avis, amène beaucoup des symptômes d'anxiété puis beaucoup de stress dans notre vie. C'est pas vrai, les amis. C'est pas vrai qu'on n'a pas le choix. On a le choix. On fait des choix. On peut faire des choix. Nos choix ont des impacts. Oui. Encore là, souvent, on prédit des impacts catastrophiques si on fait des choix, mais on oublie souvent de voir c'est quoi tous les gains que je fais si je fais ces choix-là. On regarde ce qu'on perd, on regarde ce qu'on laisse de côté, mais on oublie souvent de dire, OK, si dans les 10 choses que j'ai à faire aujourd'hui, je fais les 4 plus importantes, bien, ces 4 choses-là, je vais bien les faire. Je vais être contente de les avoir faits ben, les autres, je les ferai faire par d'autres ou je les remettrai à demain ou au surlendemain. Ben oui, puis moi, Et on fait de son mieux. Ce que je proposerais même, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, c'est souvent, on reste dans notre tête puis on a ça à faire, mais écris-les sur un papier. Puis regarde, voir, des fois quand on écrit, on fait juste dire, OK, on se pose la question, est-ce que ça, c'est si important? Est-ce que je peux le faire comme après telle heure? Est-ce que je peux le faire demain? Mais dans notre tête, c'est comme, ça joue. Mais si tu l'écris, tu dis, OK, ben, on dirait que ton choix, moi, c'est ça que ça fait, c'est qu'on dirait que mon choix, il devient comme plus facile. Puis, parce que faut pas oublier que quand ça reste dans la tête, à un moment donné, on a les réactions de survie qui est, tu sais, on peut être bourrasseux, en maudit, en colère. On dit des affaires qu'on sont pas nécessairement gentilles parce que on est stressé, parce qu'on n'arrive pas. Puis là, c'est les autres qui écopent alentour, tout notre entourage. Même nous, on se sent pas bien.
Ou soit exact. tu vas t'isoler à l'intérieur de toi, tu vas faire les affaires, mais là, pas besoin, on peut pas rentrer en lien avec toi, là. Donc c'est pas mieux. Donc, vous pouvez les écrire, vous pouvez vous poser les questions que Janilène vous a données. Et là, vous allez voir qu'à un moment donné, le stress, il va diminuer de par lui-même. Là, vous n'avez pas eu besoin de prendre une respiration quand même. Vous pouvez respirer en même temps. Oui, oui, Vous n'avez pas oui. besoin sur l'instant même d'appeler quelqu'un et dire hey, qu'est-ce que je fais là? Ouh! Dans les ressources, vous y avez les ressources externes. Vous dites, hey, écoute, comme tu Exact. parlais de l'enfant, tu peux-tu venir prendre mes enfants le temps, 2 heures, le temps que je fasse mes commissions? On a de l'aide autour. Hein, rentrer à l'intérieur de Ouais. soi, quand tu sais, plus on est stressé, moins on est sécure, hein, on devient insécure. Donc, des fois, on ne demande pas de l'aide. On a l'impression que là, tout nous incombe. C'est tout à nous de faire. Mais des fois, le conjointe, là, elle peut faire sa part, une voisine, hein? Ah, je veux partager un truc que Inga Brauer a amené sur mon Oui. podcast. Elle, 2 enfants. À un moment donné, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis sur son frigidaire une liste. C'est marqué si tu as 5 minutes. Ça, c'est des choses que tu peux faire, comme vider le lave-vaisselle, passer le balai. Fait qu'elle dit les gens qui viennent chez nous, il y a comme une liste de 5 minutes, une liste de 15 minutes, puis une liste d'une demi-heure. Puisqu'on est une jeune famille et qu'ils veulent nous Oui. aider, s'ils ont envie de nous aider, ben, elle dit juste de faire ça. Juste, c'est vraiment, elle partage son expérience, puis elle dit juste de faire cette liste-là, puis de le mettre sur le frigidaire, puis de le laisser là, puis si les gens le voient, puis qu'ils ont le goût de faire quelque chose qui dure une demi-heure ou quelque chose qui dure 5 minutes, elle dit ça me fait le plus grand bien. Donc, des fois, il y a des choses techniques, Oui. stratégiques, comme ce que tu viens de décrire, mais ça commence par l'idée de dire, moi, c'est quoi la croyance qu'il y a Oui. derrière ça? Est-ce que c'est si je fais pas tout ça, je suis pas une bonne Oui. mère? Est-ce que si je fais pas tout ça, ça veut dire que je suis pas assez? Hein? Est-ce que c'est le je suis pas assez? Est-ce que c'est pas disponible pour moi le temps? Ou est-ce que je suis juste perfectionniste et que finalement, les 5 choses pourraient être faites, mais ne seront pas faites parfaitement, puis que je dois laisser aller le perfectionniste parce que souvent les perfectionnistes derrière ça, il y a je suis pas assez, hein. Et donc quand on commence à juste prendre le temps de respirer puis de dire c'est quoi qui roule dans ma tête là, Ben ok, oui, c'est ça. De hein, pas être à la hauteur, c'est quoi qui roule dans ma de pas être tête. à la hauteur, puis aussi de se dire, les perfectionnistes, ah, il y a juste moi qui peux faire ça comme ça. Donc, on délègue pas, Exact. là. Ça, Exact. c'est, Exact. Si c'est pas moi, si ça sera pas oui. bien fait, le linge sera pas bien plié. Puis là, c'est pareil au travail. Attends, on a donné beaucoup d'exemples de la maison, mais il y a beaucoup de gens que c'est vraiment le travail, puis toutes les tâches au travail. Et là, des fois, tu sais, dans cette idée de j'ai pas les ressources nécessaires, des fois c'est réel. OK? Il y a des tâches, il y a des gens qui vont avoir des postes, puis pour avoir été dans le monde corpo pendant plus de 25 ans, dans des organisations très de haut niveau, d'excellence, etc. Il y a des fois où, pas nécessairement par mauvaise volonté de l'entreprise, des fois des manques de ressources, des manques de budget, des manques de tas de choses, il y a des gens qui effectivement se retrouvent avec des tâches, des mandats, des missions où ils n'ont pas les ressources. L'organisation ne leur donne pas les ressources pour accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Et c'est réel. OK? Et là, c'est le dialogue avec l'entreprise, souvent, puis c'est pas toujours faisable. Il y a des organisations où ça se fait, il y a des organisations où ça se fait, c'est plus difficile. Mais là, c'est de s'asseoir avec soi, hein? Et de dire, OK, tout ça, ça me fait sentir comment? Est-ce que ça me fait sentir incompétent? Ça me fait sentir pas assez? Ça me fait sentir que j'y arriverai jamais, que j'aurai pas ma promotion, que je vais perdre mon emploi, que mes enfants, je vais être obligée de vendre ma maison. Puis là, tu vois toute la spin, right? Mais il y a des fois où c'est techniquement, opérationnellement, réel. La personne, elle n'a pas les sous, les ressources pour réaliser son mandat ou pour faire ce qu'elle a à faire.
Puis là, ben, c'est de se regarder soi puis de dire, OK, moi, tout ça, ça me fait sentir comment? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que je suis pas compétent? Est-ce que c'est vrai que je suis pas adéquat? Est-ce que c'est vrai que, ou je suis dans une réalité qui malheureusement ne me permet pas de réaliser ce que j'ai à réaliser. Et là, ben, qu'est-ce que moi je veux réaliser là-dedans ou comment je peux m'asseoir avec mon organisation puis dire, ben, OK, on n'a pas de budget, on n'a pas ci, on n'a pas ça, voilà ce que je peux faire. C'est vraiment d'y aller avec qu'est-ce qui est réalisable. Et en se disant toujours, c'est pas une réflexion de moi nécessairement. OK? Ça veut pas dire que je suis pas assez, ça veut pas dire que je suis pas compétente. Ça veut pas dire tout le dialogue intérieur que j'ai là. Euh, Effectivement. donc, je voulais juste préciser ça parce que c'est une réalité. Et puis, c'est une réalité, exemple, si tu es mère monoparentale, puis tu as 3 enfants, puis tu as un travail, puis tu as des activités parascolaires, etc., je veux dire, on va pas se faire à croire que la personne, elle a stratégiquement toutes les ressources, OK? Mais l'idée, c'est qu'à l'intérieur d'elle, OK, qu'est-ce qu'il y a où est-ce qu'elle peut aller puiser pour aller dans les endroits les plus stratégiques pour réaliser ce qu'elle peut réaliser. Effectivement. Oui, peut réaliser. Effectivement. Puis des fois, ça prend d'autres personnes pour nous aider à en trouver. Parce que des fois, on a le nez en arrière de l'arbre, puis on voit pas la forêt. Hein? Donc, tu sais, ça prend des personnes extérieures comme nous pour réaliser des choses. Donc, on a parlé de croyances, hein? Tu nous as dit quand même plusieurs croyances que dans ça. Fait que donc, ceux qui vous pourrez. Ben, en fait, je pourrais même faire un petit PDF pour que les gens ils pourront même télécharger, quoi. Hein, tu sais, avec des croyances que tu as dit, les gens ils pourront comme cocher, là. Fait que, encercler, ouais. oui. Est-ce que ça résonne avec moi, cette croyance-là? Puis, quand ça résonne, là, la croyance, exemple, on va prendre celle de je suis pas compétent. OK? Là, c'est de dire je suis pas compétent parce que. OK? Puis là, de dire OK. Puis là, on retourne à notre question. Qu'est-ce qui prouve, c'est quoi les évidences que j'ai que je suis pas compétent? Ça, c'est encore des questions de l'Institut Beck que j'adore. C'est quoi les évidences que je ne suis pas compétent? OK? Maintenant, c'est quoi les évidences qu'il y a que je suis compétente? OK? Et maintenant, si je continue à penser que je suis pas compétente, qu'est-ce qui va arriver? Et par quoi je peux changer ça? Si j'avais un ami qui venait me voir puis qui avait ces enjeux-là puis qui me disait qu'il est pas compétent, qu'est-ce que je lui dirais? Puis l'idée, c'est pas de dire aux gens, ben non, t'es pas compétent, c'est d'aller voir que, OK, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai que je suis pas compétent? Ben, souvent, les gens vont trouver, ben, j'ai eu une mauvaise évaluation de rendement et où mes enfants, je sais pas, ils ont pas des lunchs santé super bio, sans gluten et vegan. Je sais pas, peu importe peu importe tes croyances. Et donc, qu'est-ce qui prouve que tu es compétent? Hein? Ben là, ben, mes enfants sont nourris, sont logés. Bon, à mon travail, j'ai livré les dossiers le mois dernier. L'année passée, j'ai une super bonne augmentation de salaire, une bonne évaluation de rendement, etc. OK, qu'est-ce qui va arriver si je continue à croire que je suis pas compétent? Ben, plus je crois que je suis pas compétent, ça m'amène des émotions. Des émotions de tristesse, de colère, comment on appelle ça, exact. Puis là, ça m'amène le découragement, ça m'amène dans des actions. Hein? Je vais dire, tant pis, je m'en occuperai pas, puis je vais laisser, puis non, puis je suis pas bon de toute manière. Fait que non, j'appliquerai pas sur le poste, puis non, j'appliquerai pas sur la promotion, puis non, je vais pas saisir de l'opportunité. Alors que si je décide de croire que je suis compétent, je l'ai vu. Regarde, oui, il y a des fois où j'ai été compétent. Est-ce que je suis compétent tout le temps, à 100% du temps? Non, mais je le suis souvent assez. OK, ça me fait sentir fort, ça me fait sentir bien, ça me fait sentir adéquate, peu importe. Mais ça m'amène dans des comportements où, OK, oui, je vais appliquer sur le poste. Oui, je vais la faire la présentation en public. Oui, je vais y aller à la conférence, parler de. Donc, c'est pour ça que je disais au début, peu importe que votre croyance, elle soit vraie ou elle soit fausse,
Les croyances protectrices, les croyances limitantes sont pas bonnes pour vous de toute manière, puis vous pouvez les Oui, changer. c'est ça. Donc, En fait, les croyances protectrices nous limitent. En fait, si on veut exact. faire un amalgame des deux mots, c'est les croyances, ça nous limite. Et comment on peut, tu sais, exemple, là, je vais donner un exemple qui est très intéressant. La peur de parler en Oui. public, OK? C'est une des peurs les plus répandues qui amène des syndromes de stress et d'anxiété très élevés. OK? Chez certaines personnes, il y a des gens qui dorment pas des mois, là, avant de savoir qu'ils vont parler en public. Euh, donc, si on va là, tu sais, la croyance, ça peut être, je vais être ridicule. OK, ça arrive souvent. Je vais être ridicule. Je suis pas intéressante. Je vais prendre celle-là. Elle est facile. Je suis pas intéressante. Ça roule dans ma tête. Je suis pas intéressante. Les gens sont pas intéressés à ce que je dis. Là, ça me fait sentir tout à fait complètement pas confiante, hésitante, etc. Je vais faire ma présentation, puis là, tout ce que je vois dans la salle, c'est le gars qui regarde son cellulaire, celui qui va aux toilettes, celui qui lève les yeux en l'air. C'est tout ce que je vois, parce que là, je cherche mon biais de confirmation. Je cherche à confirmer que je suis pas Oui. intéressante. OK? Si on change la séquence et que je me dis, quand je reprogramme des gens, puis c'est vraiment de la reprogrammation pour parler en public, c'est comme, je suis intéressante. Les gens ont envie de m'écouter. Ils boivent mes paroles. Si je crois ça, je vais arriver, je vais avoir confiance en moi. Je vais peut-être avoir un petit trac qui est tout à fait normal, mais je vais être, je vais avoir envie d'être là. Puis là, je vais faire la présentation, puis je vais juste voir ceux qui me regardent, ceux qui rient, ceux qui sourient, ceux qui font un signe de la tête. Je vais complètement ignorer celui qui va aux toilettes. Ça va sortir de mon champ de vision. Donc, l'idée, c'est pour ça que je vous disais au départ et que je redis et que je sais que vos croyances, qu'elles soient vraies ou pas, vous pouvez absolument les changer. Vous pouvez décider de croire autre chose. Et si vous décidez de croire autre chose, ça va vous amener dans une autre séquence. Ça va vous amener ça va changer votre émotion et votre émotion va vous amener dans d'autres actions. Ben oui, puis c'est drôle que tu parles de ça, parler en public. Moi, j'avais plus un complexe d'infériorité que de supériorité, là. Puis moi, je voyais comme plus, quand j'étudiais en psychothérapie, en tout cas, on faisait un exposé, puis là, je voyais tout plus, justement, les jeunes, mettons, que j'étais pas assez intéressante. Puis il y avait quelqu'un qui était avec moi, puis lui était vraiment bien confiant. Puis lui, il voyait, mettons, la personne, il dit, s'il y a une personne qui est intéressée, ben il dit, moi, il dit, c'est à elle que je parle. Puis là, les autres, ils s'en foutaient. J'étais comme, hey, moi, là, j'étais pas pantoute sur le même registre, là. Hein? Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on pense, tu sais, comment qu'on se sent? Absolument. C'est tellement important, là. D'ailleurs, quand je prépare les gens à faire des allocutions publiques, c'est une des choses que je fais dans la programmation. Ce qu'on fait, c'est vraiment la personne, c'est ce qu'on dit, c'est il y a des gens qui vont lever les yeux, qui vont regarder leur cellulaire, qui vont aller aux toilettes. Je suis complètement différente. Complètement différente. Oui. Puis tu sais, c'est déjà arrivé, je pense que c'était un humoriste qui disait, c'était un monsieur qui, ben, il faisait son spectacle, puis le monsieur était de même. Puis là, il disait, mon Dieu, il ne pas trouvé ça intéressant. Puis en fait, quand il était le voir, après, ils se sont parlé, puis dans le fond, la personne était en train de faire des prises de conscience. Mais c'est juste que là, elle était en train de réfléchir, mais elle avait l'air dans les yeux de ce humoriste-là comme quelqu'un qui est pas bon. Mais en fait, absolument, ça faisait réfléchir. Fait qu'on on a une perception de l'autre qui est pas nécessairement vraie. Peut-être que la personne sur son sel, son enfant est malade, puis là, il faut que, peut-être que oui, peut-être que non, tu sais, mais... Et peu importe, je veux dire, l'idée, ça nous définit pas, ça parle de la personne. La personne, elle a une autre préoccupation qui est plus importante que nous. That's it, c'est correct. C'est Oh, good! Elle a envie d'aller aux toilettes, elle a besoin de répondre à sa sœur, elle veut savoir ce qui se passe dans ce dossier. Elle est ennuyée, le sujet ne l'intéresse pas. On s'en fout. Ça parle de cette personne-là, ça me définit pas moi comme allocuteur. C'est vrai. Ça définit cette personne-là. Oui, effectivement. Fait que j'espère que vous trouvez ça intéressant, ce sujet. Moi, je trouve ça intéressant. Jeanne-Hélène, là, tu nous parles des croyances, là, mais tu sais, comment on peut les identifier, là, quand ça nous arrive, là? Tu sais, comment on fait pour dire, OK, ben moi, j'ai telle croyance. Oui, on peut aller être aidé parce que c'est souvent en arrière, on s'en rend pas compte. On peut aller t'aider par toi, mais quand sur le moment, on est là, tu sais, quand on se sent submergé, là, c'est quoi ton truc? Comment qu'on fait pour...
OK. Ben, la première chose que je dirais, si on est en état de survival, de survie, de stress, etc., je veux dire, là, si on s'occupe de ça, tu sais, on descend. Puis là, je pense que tu as sûrement dû communiquer dans ton podcast plusieurs bonnes recettes et façons de redescendre par la respiration, toutes sortes d'autres trucs. Donc, admettons qu'on est dans un état où on est autorégulé. Oui. L'idée, c'est de commencer par l'émotion. Ça, c'est très facile. Donc, ben, c'est très facile. C'est souvent un chemin qui peut nous mener là facilement. C'est-à-dire, exemple, là, je me sens triste. Je me sens triste parce que je sais pas, j'ai pas eu la promotion. OK, si j'ai pas eu la promotion, ça veut dire que je suis pas bonne. Ah, c'est ça ma croyance. Donc là, la croyance qui est là derrière, c'est je suis pas bonne. OK. Donc, c'est vraiment, tu te poses des questions en tunnel. Donc, tu commences par l'émotion. Nommer ton émotion. Donc, je me sens en colère. Je suis en colère parce que le gars, je suis sortie puis mon auto était scratchée. Ah, si mon auto est scratchée, ça veut dire que la personne ne me respecte pas. Ah, ça, c'est ma croyance. Je suis pas respectée. OK. Oui, ça va plus loin que l'action. Tu sais, c'est ça, la personne, c'est le respect, mais c'est pas juste parce qu'elle a été scratchée. C'est ce qui est en arrière de ça. Tu sais, mettons, l'exemple que je donne dans un des mini-programmes qui s'appelle le défi 3E, écouter, exprimer, évoluer, pour la communication de couple. Mais on entend que la communication, elle, c'est la communication pour tout le monde. Ben, tu sais, admettons, il m'a pas appelé pour dire qu'il allait arriver en retard. OK? Ben, c'est pas nécessairement que je suis en maudit parce qu'il m'a pas appelé tout de suite, c'est que il a pas eu de respect, puis que peut-être que toi, quand tu étais plus jeune, ben, tu parlais, l'autre, il t'écoutait pas, il faisait pas... Tu sais, ce que ça peut aller loin, là. Tu comprends? Donc, c'est quoi l'arrière? C'est pas juste qu'il t'ait pas appelé tout de suite, c'est que c'est un non-respect. Ben, d'où est-ce qu'il vient, ce non-respect-là, tu sais? Puis, des fois, ça vient de nous-mêmes. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, que des fois, on a de la misère avec le respect, mais on se respecte pas soi-même, tu sais. En tout cas, ça, on peut aller, ça, c'est un autre sujet, là. C'est un autre sujet, mais si on prend l'exemple de l'auto, moi, j'appelle ça des fois, la terminologie que j'utilise, moi, qui n'est pas nécessairement une terminologie usuelle, c'est des colères historiques, supposons, et des colères factuelles. C'est-à-dire que je sors de ma maison, il y a une grosse scratch sur mon auto. Là, je t'en maudis. C'est qui ça? Tu parles des colons, blablabla. OK, ça dure 5 minutes, j'appelle l'assurance. OK, on va régler ça. Ou peu importe, regarde, je vais vivre avec la scratch. Ben, ça passe. Une demi-heure plus tard, ben, je suis ailleurs en train de faire ce que j'ai à faire. La colère historique, c'est « Ah non, mais là, tu parles des pas respectueux, puis c'est ça les gens aujourd'hui, puis là, blablabla. » Puis là, 3 heures plus tard, 3 jours plus tard, 3 semaines encore, à chaque personne que je rencontre, je parle de la scratch. Oui. Mais dans le fond, c'est pas de la scratch que je parle. Et je parle dans le sens que, OK, puis là, si tu dirais à la personne, OK, ça te fait sentir comment la scratch? Ça me fait sentir en colère. Et t'es en colère parce que ça veut dire qu'on me respecte pas. Alors qu'en réalité, si on reprend ça, puis je sais que tu as fait de l'émotivo-rationnel, puis ça, quand j'étais au secondaire, on avait un professeur qui faisait l'émotivo-rationnel à l'école secondaire avec des méditations, tout ça, puis ça nous avait beaucoup aidé à ramener de la cohésion dans les groupes, tu sais. Fait que là, l'idée, c'est de dire, ben OK, qu'est-ce qui me prouve que ça veut dire que je suis pas respectée? C'est quoi les preuves que j'ai? C'est quoi les preuves que des fois je suis respectée? Donc là, tu commences à faire bouger puis à voir que dans le fond, c'est quelqu'un de malfaisant, en colère, de quelqu'un de peu importe, qui a fait ça, qui te connaît probablement pas et que ça a probablement rien à voir avec toi. Ça a à voir avec la personne qui a fait la scratch. Ben oui. OK? Ben oui. Donc, j'appelle ça des colères historiques. C'est celles qui durent, qui perdurent et qui sont disproportionnées et qui n'ont rien à voir. Tu sais, souvent, la personne va dire, on va aller sous hypnose, puis là, la personne, elle va se dire, ah oh, oui, ça, c'est quand Sébastien, mon voisin, il m'a pris mon jouet ou peu importe. Tu sais, là, oui. La personne, elle comprend que c'est OK, ben là, on revient.
C'est ça. Mais là, on revient en 2024 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais avec ton auto? Tu n'es plus avec Sébastien. Tu es, avec un auto scratché. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben non. Ben oui, c'est ça, tu sais, mais on reste. Ça, c'est propre à l'être humain, hein, à cause toute l'imagination, tous les scénarios. Les animaux, eux, ils ont pas ça. C'est propre quand même à l'humain, hein, ça, cette affaire-là, là. Y a-t-il des croyances qui sont plus spécifiques chez les hommes que chez les femmes? T'as-tu remarqué ou? J'ai pas remarqué. J'ai autant des. Moi, j'ai beaucoup d'hommes dans ma pratique. J'ai pas remarqué. Euh, j'ai pas remarqué de différence. Tu sais, j'aimerais ça avoir quelque chose qui sortirait du lot, mais non, j'ai pas remarqué rien. Ben, c'est correct, c'est une question quand même, juste, tu sais, savoir s'il y avait quelque chose de qui sortirait plus du lot, là. Mais des fois, c'est peut-être plus, tu sais, dans les domaines, peut-être, je me suis dit, du travail versus la famille, tu sais, des fois, les hommes, tu sais, les hommes et les femmes sont des fois pas pareils, hein, tu sais, ouais, Dans ma pratique à moi, pour les raisons pour lesquelles les gens viennent me voir, ouais, quand ils viennent pour l'équilibre de vie, je dirais, l'idée d'être une bonne mère, d'être un bon père, l'idée de tout ça, c'est assez répandu dans les deux sexes. Je vois pas, il y en a, c'est sûr que on le sait qu'il y a des recherches qui ont été faites et qu'il y a des croyances, notamment au niveau de l'argent, au niveau des ressources qui peuvent être différentes au niveau des hommes et des femmes. Mais je te dirais, si tu me dis dans ma pratique à moi, est-ce que je vois des différences? Non, pas vraiment, pas significatives. OK, super. Euh, Y a-tu un conseil ou des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se sent submergé par une responsabilité? Tu sais, tantôt, tu en as dit un peu, mais y en a-tu une surtout que tu dis à quelqu'un, quel conseil tu donnerais, là? La personne est là, est submergée, là. Tu as le choix. Tu as le choix. Souvent, les gens entretiennent la croyance qu'ils n'ont pas le choix mais tu as le choix. Puis les conséquences que tu imagines ou les impacts que tu imagines sont peut-être plus imaginaires que réels. Maintenant, il y a des fois où il va y avoir des crunchs. OK, dans la vie, je m'en souviens dans ma vie d'exécutive, tu sais, quand je regarde autour de moi, exemple, mes beaux-fils avec les enfants, tout ça, il y a des crunchs. Le crunch peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou est-ce que là, tu sais que c'est une période où est-ce que, effectivement, ça sera pas très réaliste ton affaire, puis ça va puiser beaucoup, ça va aller chercher beaucoup, beaucoup de tes ressources intérieures. Mais si tu es comme ça à l'année longue, ben, il faut que tu fasses des choix parce que ton système nerveux, ton système d'être humain sera plus capable de donner éventuellement quoi que ce soit à qui que ce soit, ni même à toi. Donc, l'idée, c'est tu peux faire des choix. On peut faire des choix. Et souvent, les conséquences qu'on imagine ne se réalisent pas. Puis tu sais, de faire l'exercice que tu disais tout à l'heure, exemple, c'est de mettre tout Effectivement. ça sur un papier, puis des fois d'aller s'asseoir, tu sais, exemple, bon, je m'assois avec mon conjoint, je m'assois avec ma patronne, je m'assois avec mes enfants, je m'assois avec peu importe, puis là, on regarde tout ce qu'il y a qui est techniquement vrai, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que moi, le choix que je fais, c'est de réaliser tout ça parce que je veux pas faire des choix? C'est un choix. Pas faire de choix, c'est aussi un choix. Oui, effectivement. Mais ça peut aller loin de faire. Et que ouais. Mais ça peut aller loin dans le sens que avoir de la difficulté à faire des choix, ça peut être dû aussi à quelque chose de notre enfance aussi. Fait que, tu sais, de faire des choix, Oui, ça peut mais être très difficile, même si on veut faire des choix. Faire un choix peut et être comme difficile n'importe. parce qu'à cause qu'on a vécu cette expérience. Oui, en fait, moi, je te dirais, ce que je dis aux gens, c'est que si faire des choix pour vous, c'est difficile, commencez par des petites bouchées. Commencez par des choix où les conséquences sont comme moins graves, les conséquences perçues, sont comme moins graves ou moins intéressantes, ou etc. Exercez-vous.
à faire des choix, des petits choix, ou des choix qui sont plus quotidiens. Des fois, commencer par le choix de température dans la pièce. Commencer par le choix de qu'est-ce que vous allez manger au restaurant si c'est juste vous, si vous êtes tout seul, puis vous n'avez pas personne à plaire ou à déplaire. Si vous aviez juste le choix, si c'était juste de vous, la pièce, ça serait dans quelle température? Puis ça, c'est des exemples très... des fois, c'est des exemples que je donne qui sont vraiment simples, mais commencez par des petits choix. OK? Et vous allez être étonné de voir parfois à quel point, finalement, il n'y a pas eu les conséquences que vous estimiez au départ ou s'il y a des conséquences, ben ça, très souvent, ça appartient aux autres. Mais, tu sais, je veux pas parler de choix, de cas extrêmes parce que chaque personne a sa réalité, mais c'est une illusion de penser qu'on n'a pas le choix. Puis quand on est mené par la croyance qu'on n'a pas le choix, puis que cette croyance-là nous mène par le bout du nez, OK? On renforce ça, on rajoute des choses, on devient un peu esclave de cette croyance-là, j'ai pas le choix. Et ce que je vois, moi, dans ma pratique jusqu'à présent, c'est que les gens qui se mettent à faire des choix déjà se sentent beaucoup mieux parce qu'ils bougent de la posture de victime à une posture où est-ce qu'ils se prennent en main puis qu'ils font des choix. Okay? Et je nie pas que les gens peuvent avoir eu des enfances très difficiles où est-ce qu'il n'y avait pas le choix, où est-ce qu'ils étaient dans la contrainte, où est-ce qu'ils ont appris qu'ils étaient obligés de, etc. Puis, effectivement, c'est du travail qu'ils peuvent faire avec leur psychologue, leur psychiatre ou, dépendamment de l'enjeu, qu'ils puissent faire sous hypnose également. Mais l'idée, c'est on peut apprendre à faire des choix, mais la croyance qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Il y a des conséquences. Des fois, elles ne sont pas aussi graves que celles qu'on imagine, mais on a le choix. Fait que c'est ce que je dirais à quelqu'un qui est vraiment submergé. Je dirais, arrête-toi, puis pose-toi vraiment la question. Est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce qui te prouve que c'est vrai que tu n'as pas le choix? Oui, c'est ça. Puis même les c'est quoi la pire chose qui arriverait? Oui, c'est quoi la pire chose qui va arriver si tu fais un choix? Oui, c'est ça. Puis même si le mot conséquence pour vous, c'est gros, dites-vous le mot impact, tu sais. Quel impact que ça a? Tu sais, à place d'une conséquence, il y en a pour qui conséquence, là, c'est très négatif. Absolument, t'as raison. Puis, absolument. Puis l'impact, puis des fois, ce que je trouve, c'est que de faire des choix, ça vient en fait à des choses positives plus que négatives. Oui, ça a des impacts, puis c'est souvent pas aussi intense qu'on pense, comme Jeanne-Hélène disait. Mais ça amène qu'on est plus libre. Puis tu sais, ça amène à être plus libre à l'intérieur de soi aussi que de faire des choix. Moi, je suis passée par là. Moi, là, j'ai pas le choix, là. Ça faisait partie. Puis moi, ma liste était longue, était grande. Puis à un moment donné, j'ai dû faire des choix parce que c'était ma santé mentale, ma santé physique qui allait pas bien. À un moment donné, c'est se choisir, en fin de compte, puis on arrive seul, on meurt seul. Oui, il y a des gens autour de nous, mais faut être bien à l'intérieur de ça, parce qu'à un moment donné, faire toujours en fonction des autres, parce que aussi, ne pas se choisir, c'est faire aussi en fonction des autres, ce que moi, j'ai fait énormément. Ben, c'est que tu te choisis pas non plus. Mais se choisir, je m'excuse, mais c'est tout un contrat. Hein? C'est un processus, je dirais, mais que c'est faisable. Mais commencer petit pas par petit pas, comme Jeanne-Hélène dit, vous ressentez une émotion, puis là, vous dites les questions que Jeanne-Hélène, tu sais, déjà là, si vous avez pas d'assurance ou d'argent pour aller voir quelqu'un, ben, je pense que Jeanne-Hélène, elle vous donne beaucoup de valeur aujourd'hui pour déjà que vous puissiez avancer. Puis déjà, c'est faire un choix que de faire ce que dit Jeanne-Hélène. Ça veut dire que tu te choisis si tu décides de faire ça. Puis si tu décides de le faire, ben après, tu peux le faire avec ton enfant. Si ton enfant, mettons, il arrive à l'école, il y a une affaire catastrophique, ben si tu as noté, tout ça, ben tu peux en parler avec lui. Puis déjà là, ça a une influence déjà sur lui à se dire à comment penser, comment dédramatiser, hein, comment on dramatise, comment
Comme Janilène, elle a eu à son primaire un professeur avec le cognitivo-comportemental. Il y a eu un impact, mais vous, là, en tant que parent, vous avez tellement d'impact sur votre enfant. Tu sais, faites-le pour vous, puis après ça, vous pourrez, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aller voir quelqu'un, mais aussitôt que vous allez... Moi, je crois beaucoup que les enfants, ils nous voient, on n'a pas besoin de parler, on est un modèle. Donc, si vous vous dites toujours, j'ai pas le choix, vous mettez plein d'affaires, vous prenez pas, même pour vous, du temps pour vous, l'enfant, c'est ça qu'il voit. C'est ça, vous êtes un modèle, vous n'êtes pas obligé de parler, là. Fait que si déjà vous voyez les moments moins catastrophiques, votre enfant, il verra pas les affaires catastrophiques. Ben, je dis pas, tu sais, peut-être que oui, dans sa personnalité ou X raison, tu sais, mais ça fait un impact énorme sur votre enfant. J'appelle ça, tu sais, il y en a qui donnent un, comment dire ça, j'ai perdu le mot. Tu sais, comme quand on donne à notre enfant, bon. Une récompense, non? Ça va peut-être me revenir, là, mais. La validation, c'est récompense. Comme quand Non. Tu sais, moi, souvent, ce que les gens, tu sais, quand les gens, ils meurent, ils donnent de la richesse, ils donnent leur argent. Ben, quand vous êtes de vive voix. Ah, OK. Hein? OK, comme l'héritage. Qu'est-ce que tu dis? Oui, un héritage émotionnel, mon Dieu. Un héritage émotionnel, un héritage de croyance. Plus vous allez être mieux avec vous, mieux avec votre enfant, il va avoir un impact positif. T'sais. Qu'est-ce que tu en penses, Janilène? En fait, moi, je pense que ça commence par choisir ses mots. Si dans la journée, si vous dites, là, aujourd'hui, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix d'aller courir, j'ai fait le choix de faire l'épicerie, j'ai fait le choix d'aller acheter le cadeau, j'ai fait le choix de finir ma présentation pour demain à minuit, j'ai fait le choix hier de rien faire puis de rester dans mon hamac. Déjà, juste de commencer nos phrases par « j'ai fait le choix de », c'est très puissant comment ça nous habitue tranquillement. J'ai fait le choix de ne pas répondre à ce courriel. J'ai fait le choix. Moi, je viens d'organisation où est-ce que on répondait à l'époque, ça a sûrement changé depuis, là, c'est vieux de 8 ans, c'est peut-être plus d'actualité, mais à l'époque, on répondait à nos courriels tout le temps, 24/7. C'était comme ça, le monde dans lequel j'évoluais. On était toujours sur nos téléphones à répondre, à travailler finalement. C'était comme normal, right? Et l'idée, c'est que je suis persuadée que même à cette époque-là, si j'avais fait le choix et si je m'étais dit, je choisis de répondre à 11 heures le soir à un courriel, quand tu t'entends dire ça, right, dans le fond, tu commences à te programmer autrement. OK, je choisis. Ah ouais, vraiment, choisis-tu vraiment? C'est-tu vraiment nécessaire ou je peux juste répondre demain matin à 7 heures puis il n'y aura pas de... Mais non, je réponds à 11 heures le soir parce que je veux qu'on m'aime, comme tu disais tout à l'heure, ou je veux être perçue comme quelqu'un qui est bon, ou je veux avoir la prochaine promotion, ou je veux avoir ceci. Puis ça, c'est, comme je dis, je sais que c'est plus des comportements qui sont encouragés dans plusieurs organisations maintenant. Heureusement, les choses ont changé, mais ça donne un exemple. Hein. Mais si je dis, je fais le choix, moi, de travailler samedi matin parce que je veux jeudi soir prochain, vendredi après-midi prochain, être capable de faire telle autre chose. Au lieu de me dire, là, j'ai pas le choix, c'est samedi matin, je suis obligée de faire la présentation, puis là, blablabla. C'est pas la même état d'esprit. Effectivement. Je suis contente de ce que tu amènes, Janilène, vraiment. Écrivez-nous dans les commentaires si ça vous fait du sens pour vous, si vous venez de prendre aussi une prise de conscience avec ce que Janilène explique. Et puis, pour vers la fin, on est à la fin, Janilène. Y a-tu une histoire que tu peux nous dire concrètement d'un client ou une cliente que tu as eu dans le processus? Là? Est-ce que tu peux nous en parler de une? Oui, avec plaisir. Mais juste avant, je veux juste ajouter que la question de choix, tout ça, c'est sûr que c'est pas quand on est activé puis en mode de survie qu'on peut facilement aller là. Hein? Faut se descendre avant, faut s'auto-réguler avant.
d'être dans les choix parce que quand on est en mode de survie, comme tu dis, on est en mode de réactionnel, on n'est pas habilité à faire des choix à ce moment-là. Donc, il faut se descendre avant, s'autorégler avant. Mais des histoires, j'en ai plusieurs. Je vais parler d'une dont la cliente a parlé elle-même dans un podcast. Donc, comme ça, je parle pas de quelque chose que la personne ne veut pas partager, mais j'ai une cliente qui avait une des choses qu'on fait sous hypnose souvent, c'est qu'on va chercher des croyances saines qu'on avait dans le passé, mais qu'on a laissé tomber en chemin. Parce que la société nous a programmés autrement, parce qu'il y a d'autres messages qui sont véhiculés, parce qu'on a fait des expériences qui nous ont confrontés dans nos croyances saines. Donc, cette cliente pensait en fait que c'était dur de diriger, qu'elle aimait pas trop ça, qu'elle était pas trop bonne en ressources humaines, que les gens étaient pas que c'était pas facile de gérer des gens, que c'était difficile, etc. Puis c'est une gestionnaire, puis c'est une fille qui a son entreprise, etc. Ensemble, en fait, on est allé, puis elle est retournée, puis je peux parler du moment parce qu'elle en a parlé dans l'entrevue, mais on est retourné à un moment où elle était très jeune, puis elle avait été choisie dans les cadets ou dans les rainettes, je me souviens pas, avait été choisie pour l'idée un groupe, mais beaucoup plus âgé qu'elle, beaucoup plus expérimenté qu'elle et tout ça. Puis là, elle est retournée dans ce moment où elle a vu la fierté. Et là, elle s'est rappelée qu'elle avait oublié. Donc, elle s'est rappelée qu'elle avait oublié à quel point elle aimait ça gérer. À quel point elle aimait ça être en avant. Elle aimait ça, l'idée des gens, les amener quelque part. Et ça a été comme un changement. Elle s'est reconnectée à ses croyances saines à elle. Et ses croyances saines à elle, c'est j'aime ça gérer. Je suis un leader naturel, les gens me choisissent. J'aime ça. Mais tout le discours de la société ou certaines expériences lui ont amené finalement à croire qu'elle aimait pas ça, puis qu'elle était pas bonne, puis etc. Et tellement que dans les mois qui ont suivi, il y a plein de gens qui lui disaient qu'elle avait plein de compassion, puis qu'elle était bien une bonne leader, puis que les gens se sentaient vraiment bien autour d'elle, etc. Elle a commencé à recevoir plein de feedback qu'elle recevait jamais avant, simplement parce qu'elle s'est reconnectée à ses croyances saines au sujet de son leadership. Et comme elle avait des croyances saines au sujet de son leadership, ça lui donnait des émotions de fierté, de mieux-être, de bien-être. Et ça, évidemment, ça la ramenait dans des actions. Puis les gens le voyaient tant et tellement qu'ils lui faisaient le feedback. Et souvent, les clients vont venir vers moi et vont me dire « Hey, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit, là, hey, là, je me fais dire ces temps-ci que… et tout ça, c'est la réflexion de la transformation qui ont décidé de choisir une autre croyance à la place, de s'ancrer sur une autre croyance à la place, donc de provoquer une autre émotion qui les amène dans une autre action. Et évidemment, ben ça amène son lot d'impact très souvent positif. Wow, c'est extraordinaire, hein? Ce que ça peut faire. On va souvent pour régler des choses en pensant que ce qu'on va trouver, c'est des choses de nous désagréables, des histoires. D'ailleurs, je passe pas beaucoup de temps là. Tu sais, nous, on va juste chercher une croyance, on va chercher un moment, puis on revient dans le présent. On passe pas 10 heures. C'est pas mon travail, ça, c'est le travail d'un psychologue. L'idée, c'est qu'on va juste chercher un fil, on va chercher un fil conducteur, puis on permet à la personne de voir vraiment, OK, hey, j'aimais ça. Moi, je croyais, tu sais, des gens là, qui vont me dire, hey, moi, là, je croyais ça à mon sujet quand j'étais enfant. Là. Moi, je me voyais comme ça. Puis là, tranquillement, il est arrivé des événements ou des choses qui ont commencé à… Ces croyances-là se sont dissimulées, se sont effacées. Et le jour où tu te reconnectes à ces croyances racines qui sont fortes, qui sont saines en toi, c'est propulseur, là, c'est vraiment le fun. Wow. En tout cas, c'est vraiment… je suis très contente pour cette femme parce que, tu sais, une fois qu'on libère, tu sais, les changements, les croyances, tout ça, ça peut tellement aller comme justement le sujet qui est diminuer les scénarios catastrophes,
ça porte que tu as le choix, tu vas passer à des actions qui sont beaucoup plus claires, tu vas aller chercher tes ressources intérieures. Donc, ça, après ça, c'est pas juste momentané les résultats, c'est que ça a des résultats sur le long terme et en profondeur. Donc, quand vous allez faire ça avec Janilène, ben, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, là. Hein? Donc, il y a vraiment des résultats qui sont là. Est-ce que tu peux dire, on est à la fin, Janilène, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais dire aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent par rapport au sujet? Je sais que tu nous as dit que on avait le choix, mais... Je dirais que c'est difficile. C'est difficile de donner aux autres ou de pouvoir, si on n'est pas soi-même alimenté de choses qu'on aime. Est-ce que c'est quoi? Et je comprends. Pardon? Est-ce que, Janilène, veux-tu juste répéter, s'il te plaît? Oui. En fait, c'est difficile de pouvoir donner ce qu'on a de mieux ou d'être performant ou de pouvoir remplir ce qu'on souhaite remplir si soi-même on s'alimente pas. Puis je veux dire par s'alimenter, je veux dire se remplir soi. Donc on est un peu une matière première et si on a plus les attentes et les exigences de notre vie sont élevées, plus il faut se remplir. Et plus il faut prendre des micro-moments pour le faire. Et je dirais, entourez-vous. Entourez-vous de bonnes personnes saines, qui croient dans vous, des personnes qui vous voient, des gens qui vous tirent par le haut et non pas par le bas, ou des gens qui sont juste à votre écoute. Entourez-vous vraiment. Donc, prendre soin de soi, c'est plus qu'aller au spa. On peut aller au spa puis on peut ne pas prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est reconnaître qu'on est notre matière première et que on se doit de s'occuper de soi, de prendre du temps pour soi, pour s'arrêter, pour se recharger, s'entourer de personnes aimantes, de personnes qui nous font sentir bien. Même si c'est juste une voisine avec qui on va prendre une marche, même si c'est juste la personne à qui on parle dans le métro le matin, même si c'est juste une collègue de travail avec qui, à l'heure du dîner, on prend notre lunch et on se sent dans un environnement sécuritaire où on est bien. La connexion humaine saine est vraiment importante quand on veut prendre soin de soi. Et je termine en disant, on a le choix. Et commencez à introduire dans votre vocabulaire la phrase « Aujourd'hui, je fais le choix de ». Faites juste l'exercice pour le fun. Hein? Tout ça, c'est des exercices. Il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a personne, il n'y a pas la police du choix qui va débarquer chez vous si vous commencez à faire ça. Mais c'est vraiment juste de dire, aujourd'hui, dans ma journée, je vais me parler comme ça. Je vais dire, là, je fais le choix d'être sur l'entrevue avec Nancy. Je fais le choix regarde, c'est un très bon exemple. Nous, on avait prévu qu'on allait enregistrer ton épisode après moi. Ma journée et ma semaine, c'est trop pour moi cette semaine et aujourd'hui. On s'est parlé, on s'est dit, OK, on va le faire à un autre moment. On a fait ce choix-là. OK, j'aurais pu me dire, Nancy, elle va être fâchée, elle a prévu ça, elle va penser que je suis pas responsable, elle va penser que je suis fatiguée, elle va penser que ceci, cela, peu importe, tu sais, mais l'idée, c'est ça, de faire des choix. C'est de dire, OK, là, je le fais et c'est d'être capable de s'avouer à soi et de se dire, OK, je fais le choix de... Et faites juste cet exercice-là. C'est étonnant où ça peut vous amener.
Ben, merci beaucoup de ce dernier mot, Janilène. J'espère que vous avez aimé. Je vais vous mettre les liens de Janilène, de son site web, comment aller la rejoindre. Si vous avez des questions, je vais vous créer aussi un PDF avec des croyances aussi que vous allez pouvoir entourer. Donc ça va vous aider justement à faire cet exercice-là. Alors, vous verrez ça aussi dans les descriptifs. Alors, merci beaucoup, Janilène, de ce temps. Alors, nous, on va se revoir à un autre moment donné. Merci à toi. Exact, merci à toi. Puis je tiens à dire que moi, j'ai utilisé tes services alors que je n'étais même pas encore hypnothérapeute, alors que j'étais dans mon autre carrière avant et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, et moi, j'ai pu bénéficier aussi de tes excellents services. Ben oui, c'est ça. Nous, ça fait un bout qu'on se connaît. Exact. Oui, c'est vrai, hein? Fait que, voilà une belle histoire. Donc c'est ça. Fait qu'on va se retrouver dans un autre épisode du podcast Sacré Stress et n'oubliez pas que vous pouvez voir autant YouTube en visuel que autant en audio, en podcast sur toutes les plateformes. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand vous allez nous écouter, mais à la prochaine. Bye bye. Merci, Nancy. Hey, moi, c'est le fun. Je trouve ça le fun, cette entrevue-là, parce que, tu sais, c'est fou comment les gens, là, ils ont plein de scénarios catastrophiques, ils se créent des histoires, puis là, ça peut plus qu'ils stressent, ils ont plein d'émotions, puis bon. Fait qu'elle, là, elle démontre avec nos croyances, puis même comment les trouver, là, OK? Mais elle nous donne des pépites d'or sur, au moins, comment qu'on peut s'aider. Puis il y a deux questions en premier, mais il y en a plein là, que tu peux te poser, mais il y en a une qui se dit qu'est-ce qui pourrait être pire qui pourrait arriver, puis qu'est-ce qui pourrait être mieux. Ah ben moi je l'aime celle-là. Fait qu'en tout cas, il y a une affaire que je retiens aussi, c'est qu'on a toujours le choix de choisir dans ce qu'on fait dans la vie, OK? Fait que moi, je décide encore là d'aller revoir l'entrevue parce que je vais te dire qu'il y a trop plein d'affaires pour aller bien, puis moi, je veux aller bien.